Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce produit-là, donc Bernängen, produit suédois, crème pour la douche. Comme je vous ai déjà dit, je voudrais parler un petit peu des produits que j'ai déjà utilisés. Donc si cette vidéo vous intéresse, elle va être un petit peu longue. Je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que c'est sûr que ici j'en ai compté pas 35 mais 33 ingrédients. C'est énorme, surtout pour une marque suédoise, je trouve, qui promet d'être plus ou moins naturelle, hein, d'après ce que je connaissais. Donc on va commencer. Le premier, le red sulfate de sodium, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ce produit-là parce qu'on le rencontre souvent dans plusieurs produits. Donc c'est un produit qui s'appelle également le lauryl éther. Sulfate de sodium ou lauryl sulfate de sodium, donc SLS, SLES, plus connu sous sa dénomination INSI, sodium lauryl sulfate SLS. Donc c'est un détergent et tensioactif ionique fort, couramment utilisé en biochimie et biologie moléculaire. Donc on le trouve souvent dans divers produits ménagers comme savon, shampoing, pâte dentifrice, etc. Il est peu onéreux et c'est un agent moussant très efficace. Donc c'est pour ça qu'on le rencontre souvent dans ce genre de produits. Il a un rôle prépondérant dans la composition des ingrédients actifs. Des shampoings est un produit issu d'un processus d'étoxylation d'alcool laurylique qui le fait passer du côté des alcools. Donc qu'est-ce que c'est au juste ? C'est une substance qui a une puissance action détergente. Donc c'est une molécule irritante. On la retrouve dans les produits cosmétiques couramment utilisés, certains gels douche, shampoings, gels nettoyants, savons, dentifrice ou encore certaines mousses à raser. On retrouve également les SLS, donc c'est SLES ou SLS dans les produits de nettoyage industriel. Ça promet. C'est un produit peu cher qui mousse et se conserve bien. Donc bon à savoir, c'est également couramment utilisé dans les cosmétiques et présente comme le sodium lauryl sulfate des propriétés irritantes. Donc danger du sodium lauryl sulfate sont telles. Donc il est irritant pour la peau, mais aussi pour les yeux et les voies respiratoires. Il peut rendre la peau sèche et provoquer les rougeurs et des démangeaisons. Il est agressif pour les muqueuses. Il peut être allergène. Il peut donner des aftes, utilisation de dentifrice contenant du SLS. Et son utilisation fréquente participe à éliminer la protection naturelle de la peau et du cuir chevelu. Ceux-ci se fragilisent et on peut voir apparaître des pellicules au niveau du cuir chevelu. Bon à savoir également, selon le CIRC, donc Centre international de recherche sur le cancer, et l'American Cancer Society, le sodium lauryl sulfate n'est pas considéré comme cancérigène. À noter, en plus de son effet sur l'homme, le sodium lauryl sulfate est toxique pour les organismes aquatiques et donc néfaste pour l'environnement. Bon, c'est sûr que vous allez me dire que elle est en train de lire. Écoutez, oui, on peut lire. Vous pouvez lire vous-même aussi sur Internet. Comme je vous ai déjà dit, je vais essayer de synthétiser un petit peu ce que j'ai trouvé sur Net. C'est sûr que difficile à retenir tout ce qu'on est en train de voir. Et c'est complètement abusé, je trouve. Il y a trop de choses. Donc on passe au deuxième produit. Je vais essayer d'être très courte quand même. Qui s'appelle, donc deuxième ingrédient, cocamidopropyl butène. CAPB. Donc c'est aussi un tensioactif dérivé de l'huile de noix de coco. Il a, attention, et de la diméthylaminopropylamine. Elle est utilisée dans de nombreux produits nettoyants, dont les gels douche et shampoings, pour ses propriétés moins irritantes en comparaison à d'autres agents de surface, tels que le sodium lauryl sulfate. Donc la plupart des fabricants industriels adoucissent leur base lavante agressive grâce justement à ce cocamidopropyl butène ou ses dérivés amidoamine AA. Donc c'est généralement la solution la moins coûteuse. Comme d'habitude, vous voyez, ils utilisent des trucs qui coûtent moins cher, mais ils nous vendent des produits très chers. Donc depuis quelques années, beaucoup des cas d'allergie au cocamidopropyl butène et amidoamine apparaissent et nous interpellent sur son usage à outrance. Donc la fabrication du cocamidopropyl butène est polluante. La raison principale de l'interdiction se présente dans la plupart des produits labellisés bio, réside dans son processus de fabrication. Bien que cette substance soit d'origine naturelle, son obtention utilise un procédé très polluant, issu de la pétrochimie.
En 2013, tous les labels bio, sauf Écossaire, ont refusé encore son usage. Voilà donc. Le terme naturel à base de noix de coco n'est pas anodin. Et moi, en fait, je fais toujours la référence à noix de coco. Je me dis, bah, c'est naturel, mais voyez. Il s'agit en fait d'un produit de synthèse de produits trouvés naturellement dans la noix de coco. La cocamidopropyl, la cocamidopropylbétène, ou d'une variante, donc amidoamine. Est-ce qu'il peut causer les allergies Je vais l'appeler coco parce que, mon Dieu, à force de répéter ça, je vais tomber malade. C'est un produit synthétique allergène. Une étude nord-américaine conclut à un taux d'allergie avoisinant 6%. Bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même. C'est un déclencheur pour l'eczéma et différentes dermatites, principalement dans la région du visage, du cuir chevelu ou de la nuque. Donc, risque de cancer peut également réagir avec d'autres composants des soins utilisés pour former des molécules plus toxiques cancérigènes. Donc, il y a quand même des petits risques. En effet, un mélange d'amines et d'ester peuvent développer des nitrosamines, substances hautement cancérigènes. Donc, du coco... cocamidopropylbétène dans les shampoings pour bébé, il y en a aussi. Certains produits dits doux, tels les shampoings pour bébé, peuvent contenir des traces de ce produit. Il est conseillé de vérifier la présence ou non de ce produit ou de son dérivé. Dans tous les produits conseillés pour bébé ou à nouveau le terme noix de coco cachera la présence de cocamidopropylbétène et ses dérivés. C'est souvent l'alternative trouvée par les fabricants industriels pour ne pas utiliser le sodium lauryl sulfate. Bon, disons que c'est un peu moins grave que le lauryl sulfate, mais c'est aussi quand même un produit qui est assez dangereux, on peut dire. Un usage un peu trop généralisé. Voilà, donc noix de coco en leurre, le nom attrayant de noix de coco et donc un paravent pour éviter les noms chimiques des composants tels que cocamidopropylbétène ou son dérivé donc AA, sans oublier d'autres dérivés tels que la tégobétaïne, L7N-cocamidopropyl, N-cocoïl, amide propyldiméthyl, glycine, également nocif et contre-indiqué. Donc en conclusion, éliminer totalement les produits contenant le cocamidopropylbétène peut s'avérer difficile, mais il est possible d'en trouver certains remplacements non contaminés. Donc cette source vient de site Herborist, R comme le cheveu en anglais, donc H-A-I-R, borist.fr, cocamidopropylbétène, si vous voulez vérifier. Donc le troisième produit, c'est un acrylate copolymère. Je vous dis, bon, les premiers ils sont très très longs parce que j'ai essayé de synthétiser et être un peu plus réduire le contenu de lecture, mais c'est pas évident, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses importantes dedans, donc je suis obligée d'en dire pas mal de choses là-dessus. Donc parmi toutes, le souci c'est que ces produits-là ils se trouvent en première place, donc vous voyez il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ils sont en première place, c'est choquant. Donc parmi toutes les substances contenues dans les cosmétiques, on trouve des substances appelées acrylates qui ont pour fonction de donner un aspect soyeux à de nombreux produits de soins, ce que j'aime d'ailleurs, mais bon, vous voyez, c'est pas tout à fait bon cela. Mais quels sont les risques de tels produits pour la santé et pour l'environnement, on va le savoir. Donc nature des acrylates et l'utilisation dans les cosmétiques, on saura également les caractéristiques des acrylates. Donc les acrylates sont des substances d'origine synthétique qui, selon leur forme, ont différentes fonctions. Donc ils sont très utilisés pour leurs propriétés adhésives. À noter, on les trouve dans de nombreux produits dentisserie, prothèses dentaires et résines, etc. Mais également dans certaines colles, peintures ou adhésifs et dans les ongles artificiels. Dans les cosmétiques, les acrylates sont utilisés comme agent gonflant pour épaissir et augmenter la viscosité de nombreux produits. Pour donner une texture crémeuse, onctueuse à un produit d'origine un peu trop liquide, ce produit-là justement il est très onctueux et crémeux. Comme fixateur dans le vernis à ongles, cosmétiques contenant des acrylates sont présents dans de nombreux... Alors, les acrylates sont également présents dans de nombreux cosmétiques, par exemple les déodorants, les vernis à ongles, les gels douche, les shampoings après shampoing. Bon à savoir, sur les emballages, les termes acrylate copolymère, styrène, acrylate copolymère, sont sans fer, potassium, aluminium polyacrylate, sodium polyacrylate, ammonium acrylate copolymère, indiquent la présence d'acrylate. Donc souvent vous rencontrez ce mot acrylate, mais il y a également les mots qui ne sont pas liés avec acrylate, mais
qui le sont. Donc il faut faire vraiment très attention. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que les mots, certains mots qui se terminaient par con voulaient dire s'il est con. Donc il faut en fait se trouver des petits repères comme ça pour pouvoir éviter certains produits au maximum. Voilà, donc après, j'ai envie de vous dire, moi j'ai essayé de faire ça, à éviter, c'est un peu difficile hein, aujourd'hui d'utiliser des produits plus ou moins naturels, ou bien il faut se lever que au savon et puis s'hydrater la peau que à l'huile d'olive. Autrement, je ne vois pas trop comment on peut éviter tout ça. Donc les effets sur la santé et l'environnement, donc depuis plusieurs décennies, des études attestent de la toxicité des acrylates utilisés dans le milieu professionnel, c'est-à-dire lors de collage des pièces en plastique, en caoutchouc, de meubles en bois et d'accessoires divers. Ces substances peuvent en effet provoquer des réactions allergiques cutanées, des rhinoconjonctivites et de l'asthme. Utilisées dans les cosmétiques, elles ne présentent pas un réel danger car leurs doses sont très faibles et ils sont traités de façon à ne causer aucun dommage sur la peau ou sur la santé. Bon, c'est une bonne chose. Mais bon, en accumulant plusieurs produits à la fois, on peut quand même, je pense, courir à une allergie. À noter, comme il dispose d'un léger film sur la peau qui bouche les pores, mieux vaut éviter d'utiliser des produits à base d'acrylate lorsqu'on a une peau mixte ou à tendance grasse. Voilà. Et donc, les effets sur l'environnement sont tels que peu d'études existent sur l'impact environnemental des acrylates, mais celles qui ont été menées attestent de leur toxicité pour les poissons ainsi que pour de nombreuses bactéries. Donc, mieux vaut donc éviter les produits qui en contiennent, puisqu'ils sont rejetés dans les égouts et finissent inévitablement par contaminer la faune et la flore aquatique. Même s'ils sont moins dangereux pour nous, ils sont quand même dangereux pour l'environnement. Produit numéro 4, sachez qu'on en a 33, donc bon courage, prenez un petit thé ou un café. Hein. Glycérine. Bon à savoir, la glycérine ou glycérol, de son nom chimique, a été découverte à la fin du XVIIIe siècle par les chimistes suédois Carl Wilhelm Scheele, qui parvinrent à obtenir du glycérol en faisant bouillir un mélange d'huile d'olive et d'oxyde de plomb. Oh mon Dieu, le plomb. La glycérine est un alcool et se présente sous la forme d'un produit incolore, inodore et d'aspect visqueux. Vous voyez, moi je ne savais pas que c'était un produit à la base d'alcool. Elle peut être obtenue de différentes façons. Par fermentation malolactique du vin, lors d'une réaction chimique de saponification, lors d'une réaction chimique de transestérification d'huile végétale transformée en ester d'huile végétale. Bon, je ne sais pas si on a tout compris, mais enfin bon, on voit bien que c'est un alcool. Utilisation du glycérol, et donc le glycérol est présent dans un grand nombre de produits. Certains médicaments en contiennent, tels que les sirops contre la toux et les suppositoires. Et il est largement utilisé dans les produits alimentaires parce qu'il retient bien l'humidité, un bon support d'arôme et est un émulsifiant, un stabilisant et un épaississant. Il est largement utilisé dans la fabrication du papier et pour préparer les liquides utilisés dans les cigarettes électroniques. Oh là là. On le trouve dans de nombreux cosmétiques, donc à noter. Ces cosmétiques, la glycérine peut être fabriquée par synthèse de dérivés pétrochimiques, encore du pétrole, ou bien à partir de graisse animale ou végétale, avec l'huile de coco ou de soja notamment. Donc avantage de la glycérine. Il est utilisé dans les cosmétiques pour ses nombreuses propriétés. Donc, elle donne de l'onctuosité à de nombreux produits, présente un fort pouvoir hydratant grâce à sa capacité à retenir plusieurs fois son poids en eau. Ainsi, elle forme une barrière sur l'épiderme, limitant les pertes d'humidité, tout en restaurant l'activité des lipides qui jouent un rôle essentiel dans la réparation cutanée. Elle a des propriétés émollientes, c'est-à-dire qu'elle lisse la peau et les cheveux tout en maintenant un bon taux d'hydratation. Sa fonction occlusive permet à la peau d'être protégée des agressions extérieures telles que le vent et la pollution. Bon à savoir, la glycérine est également très bien tolérée par la peau et les allergies à ce produit sont rares. Produits cosmétiques contenant de la glycérine. Donc, glycérine se présente dans de nombreux produits cosmétiques, notamment les crèmes hydratantes, les shampoings après shampoing, les soins pour le corps, les crèmes pour les mains, les dentifrices et les bains de bouche. Les savons, notamment le savon de Marseille, les bons pour les lèvres. Et encore, donc sur les emballages, la glycérine prend les dénominations de glycérine ou de glycérol. Bon, en soi, je pense que c'est pas super mauvais dans le sens qu'il y a de l'alcool. Bon, l'alcool, ok, ça peut désinfecter quelque part, mais un mélange d'alcool découvert, donc mélange d'alcool et de plomb. Le plomb, mon Dieu, sur la peau, et même si jamais vous avalez ça, oh là là.
Donc glycérine dans les cosmétiques est un danger pour la santé ou l'environnement, on va le découvrir. Donc glycérine de synthèse est issue de dérivés du pétrole, voilà ça. Son impact écologique n'est donc pas négligeable et mieux vaut privilégier les produits contenant de la glycérine naturelle d'origine végétale. Mais celui-ci en revanche, donc les synthétiques, bon on ne sait pas, hein, comment savoir ça, honnêtement ça aussi. Pour cela, renseignez-vous bien sur les marques que vous choisissez et privilégiez les produits comportant une certification ou un label écologique. Ici, il n'y en a pas de label écologique. Ah si, c'est peut-être ça, hein. Voilà, label écologique, oui. Donc remarque, il est impossible de savoir uniquement à l'aide de la liste des ingrédients d'un produit si la glycérine qu'il contient est d'origine synthétique, animale ou végétale, voyez. Donc ce produit ne comporte en revanche pas de danger pour la santé. Ça c'était une source de Oorica, si vous voulez regarder. Bon, il y en a plusieurs en fait ingrédients que j'ai cherchés sur le même site, donc c'est pour ça que je ne dis pas les sources à chaque fois. Donc le produit numéro 5, qui est assez spécifique au niveau de désignation, c'est un PEG-PPG. Donc qu'est-ce que c'est? Le PEG, c'est le polyéthylène glycol. C'est le polyéthylène glycol. Et le PPG, c'est appelé aussi polypropylène glycol. Pour être très précis, ce sont des polyéthers linéaires fabriqués à partir de monomères d'éthylène glycol. Waouh! Il y a beaucoup de mots qui sont un peu difficiles. Ce sont des produits d'origine synthétique et ils sont fabriqués à base de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif et toxique, appelé aussi gaz de combat. Ils peuvent être d'origine végétale mais toujours suivis d'une étoxylation. On les appelle aussi composants étoxylés. Donc les décryptages cosmétiques sont tels. Donc les esters, PEG stéarate, PEG laurate, PEG cocoate sont utilisés comme agents émulsifiants ou tensioactifs. Cela doit permettre de mélanger de façon homogène les matières premières normalement non miscibles comme l'eau et l'huile. On peut trouver les esters dans de nombreux produits qui sont sous forme d'émulsion, gel douche, crème, mousse à raser et dentifrice. Ce sont des matières plastiques que l'on trouve également dans le maquillage conventionnel. On dit qu'elles contiennent une texture velours au produit. On dit qu'elle donne une texture velours au produit. Vous vous rendez compte, c'est tout ce que j'aime. L'onctuosité, texture velours, crémeux, enfin voilà, tout ça, mon Dieu. Donc comment les reconnaître? Ce sont les polyéthylène glycol, PEG, et les polypropylène glycol, PPG, et tous les ingrédients contenant PEG, PPG et se terminant par ETH, ETH. Donc comme ça vous donne déjà une petite idée. Donc ils sont aussi accompagnés de cellulose ou cross-polymère. Donc des exemples utilisés en cosmétique: PEG4, PEG4 dilaurate, PEG4 laurate, PEG4 rapécédamide, PEG6, PEG7, PEG7 glycéryl cocoate, PEG8, PEG12, PEG16, et vous allez être fatigué, macadamia glycéride, PEG18 glycéryl oliate cocoate, PEG20 méthylglucose séquestérate, PEG40 hydrogénatède, lanolin, PEG40 stéarate. Je pense que je vais m'arrêter parce qu'il y en a un nombre interminable de ces PEG. Vous allez vite être fatigué parce que de toute façon, ça ne vous donnera pas plus d'idées que ça. Donc, ce sont en fait des ingrédients hydrosolubles et liposolubles. Donc, le PEG existe sous la forme d'un liquide visqueux, voire un solide cireux. Ils peuvent servir de solvant, appelé aussi véhicule, seul ou associés à l'eau, aussi utilisés comme solvants. Ils sont appelés alors cosolvants. Ils sont solubles dans l'eau, l'alcool, l'acétone, entre autres. Ils sont stables aux acides, à la chaleur, au peroxyde d'hydrogène, ou oxygéné. Ce sont des produits qui ne sont pas inflammables ni volatiles. On dit qu'ils permettent de faciliter et de stabiliser les émulsions eau dans l'huile, donc EH, ou huile dans l'eau, HE. Donc les inconvénients sont qu'ils ne sont pas biodégradables. Suivant l'avis général des scientifiques et des autorités sanitaires, les PEG seraient bien tolérés par la peau. En cosmétique, donc, on dit que décryptage, donc c'est irritant. Ils sont irritants et s'ils sont utilisés en grande quantité, bon, comme tout, hein, vous savez, quand on a une overdose de quelque chose, c'est qu'on en a mangé trop ou qu'on en a utilisé trop. Bon, c'est un peu normal. Or, il y en a partout et l'utilisation peut être importante si la plupart de nos produits cosmétiques en possèdent. C'est ce que je disais tout à l'heure. En force d'accumuler des produits cosmétiques, eh ben, on retrouve un nombre très conséquent, très important de tous ces produits-là.
Et donc, cela peut engendrer des irritations, évidemment. Ce sont des ingrédients qui peuvent rendre la peau perméable et laisser passer des substances nocives. Leur procédé de fabrication étant très polluant, encore une fois, dangereux pour la nature donc, un des plus polluants de la cosmétique pour l'environnement. Donc retenez bien, c'est un peu EG. Et le fait qu'il ne soit pas biodégradable et donc absolument écologique, ce sont des ingrédients très critiqués à juste titre. On peut se poser la question sur les conséquences de la pollution environnementale, la pollution de l'eau potable. Ces produits non biodégradables peuvent être ingérés par des animaux et eux-mêmes consommés par l'homme ou d'autres animaux. Quelle horreur! Il contient de nombreuses impuretés toxiques, oxyde d'éthylène, 1,4 dioxane, composés aromatiques, polycycliques, métaux lourds. On les déconseille en particulier pour les peaux les plus abîmées. Donc ces impuretés sont reconnues comme cancérigènes dans de nombreux cancers, comme le cancer du sein. Ouh là là, ça donne plus envie d'utiliser les produits de beauté. Bon, après, moi, je suis très sensible à tout ce que je suis en train de voir. J'ai mis beaucoup de temps pour chercher tout ça. En plus d'être irritants et potentiellement cancérigènes, ils augmenteraient l'apparition des boutons et des points noirs. On les utilise dans de nombreuses industries médicales, cosmétiques. Par exemple, pour lutter contre l'acné, je ne sais pas comment on peut lutter contre l'acné, si ça peut donner des irritations et des points noirs, des apparitions des boutons. Enfin bon, c'est bizarre. Ou est-ce qu'ils nous font prendre tout ça pour avoir plus d'acné et puis chercher un autre produit pour s'en débarrasser? Enfin, je ne sais pas, c'est fou. Et donc, on utilise les POG et PPG comme épaississants et gélifiants dans de nombreux produits cosmétiques, savons, liquides, crèmes, shampoings ou comme liant ou émollient ou adoucissant gel. Les POG et PPG sont utilisés comme humectants, c'est-à-dire pour retenir l'eau et pour prévenir le dessèchement du produit lui-même et de la peau. Ils sont aussi utilisés comme détergents ou nettoyants. Ils peuvent être aussi utilisés comme solubilisants ou viscosants. Ce sont des émulsifiants, tensioactifs et émulsionnants. Alors, pour résumer rapidement, les cosmétiques sont plus souvent un mélange d'une phase aqueuse et d'huile phase huileuse homogénéisée grâce à ces émulsifiants. On obtient une émulsion. Donc ça vient du site lanaturepourmapeau.com. Comprendre les cosmétiques. L'horreur. Je ne sais pas si on comprendra un jour vraiment tout ce qui se passe dans nos pots de cosmétiques. Alors, produit numéro 6, plus ou moins naturel, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est une huile. En fait, le produit numéro 6, l'ingrédient s'appelle Ilianthus agnus parqui, sunflower. Donc, on voit déjà, sunflower, ça veut dire la fleur du soleil. Donc, l'huile extraite des graines de tournesol, donc tournesol, est riche en acides gras instauré, acide linoléique, et en vitamine E. Elle est nourrissante, hydratante et possède des propriétés régénératrices. Ingrédient numéro 7, c'est beurre de karité, appelé Butyrospermum parqui butter, shea butter. Donc le beurre de karité est extrait de noyaux des fruits de karité, normal. Le karité est originaire d'Afrique, où il se trouve encore actuellement. Le karité contient une teneur particulièrement élevée en ingrédients précieux pour la cosmétique, en particulier en tocophérol, vitamine E, et d'autres substances antioxydantes. Le beurre a un effet hydratant particulièrement marqué et prend soin de la peau. La proportion de tocophérol, cytoprotecteur, dépend de la région de croissance de l'arbre. D'accord. Donc parfois pollué, le beurre de karité peut être commercialisé en Europe, mais uniquement avoir été analysé en laboratoire. Il est toutefois conseillé de prêter attention aux certificats se trouvant sur les produits au beurre de karité. Même le beurre de karité, on ne peut pas utiliser tranquillement. Grâce à son large spectre d'ingrédients, le beurre de karité régule l'humidité de la peau de manière naturelle. Il hydrate, apaise et lisse la peau. La barrière lipidique de la cornée se voit renforcée. Les peaux sèches hydratées, tandis que celles victimes d'eczéma ou mature se voient soignées. C'est pas mal. Il est extrêmement toléré par la peau, la détend et la met en valeur. Il s'applique facilement et pénètre rapidement. Donc les propriétés cosmétiques sont-elles, donc comme j'ai déjà dit, hydrate et protège, lie l'humidité, relaxe, apaise, idéal en cas d'eczéma, extrêmement bien toléré par la peau, adapté pour les peaux écailleuses et irritées, intensément nourrissante et antioxydante. Donc ça, c'était sur le site, donc le source ecoverde.fr, donc eco avec 2C. Ingrédient numéro 8, camomilla recutina,
Tita Flower Extract, donc extrait de fleurs de camomille, qui a les propriétés apaisantes, tout le monde connaît la camomille. Ingrédient numéro 9, Prunus amygdalus dulcis oil. Donc l'huile d'amande douce, pour être plus clair, riche en acides gras instaurés, acide oléique, adoucissante et nourrissante, elle convient aux peaux délicates et aux bébés. Ça vient du site Weleda. Donc voyez déjà, pour aller jusque-là, pour avoir des produits un peu plus naturels, il fallait qu'on passe au moins 5 ingrédients qui sont synthétiques. 5 parmi 33, s'il y en a après que les produits plus ou moins naturels, c'est pas plus mal. Mais sachant que ce sont les 5 les plus tenaces, on va dire, parce qu'ils contiennent le plus de... ils sont plus nombreux, enfin, ils sont en quantité plus conséquente que les autres, ça peut aussi se poser, on peut aussi se poser des questions. Produit numéro 10, Vaccinomycocarpone Seed Oil. Donc c'est aussi une huile de graines de cranberry, huile d'érel, peut contenir des oméga 3, des oméga 6 en quantité égale. Donc les propriétés de cette huile, c'est anti-âge, apaisant, émollient, fermeté, tonicité, protecteur, antioxydant. Alors je m'excuse pour mon accent parce que j'essaie d'aller un petit peu plus vite. La vidéo elle a déjà 27 minutes et je pense qu'elle va être encore longue parce que je vous ai dit encore une fois 33 ingrédients, c'est énorme. Produit numéro 11, Avena Sativa Kernel Extract. Donc c'est un extrait de grains d'extrait d'avoine. Agent abrasif, enlève les matières présentes en surface du corps, aide à nettoyer les dents et améliore la brillance. D'accord. Antioxydant, donc inhibe des réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité. Propriété émollient, adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau, maintient la peau en bon état. Bon point. Numéro 12, Polyquaternium 10. Donc voilà, on retombe dans les origines synthétiques. Ses fonctions sont donc agent antistatique, agent filmogène, agent de fixation capillaire. Ingrédient 13, sorbitol. Le sorbitol existe naturellement dans les fruits, pruneaux, prunes, pêches, et tient son nom du sorbier dont les baies en contient beaucoup. Commercialement, l'additif est synthétisé au départ d'amidon, en totalité ou en partie de maïs, duquel diverses enzymes produisent du glucose. Ce glucose est alors converti chimiquement en sorbitol. Donc l'amidon de maïs qui est utilisé ainsi que les enzymes peuvent être transgéniques. Donc il a un effet laxatif. L'effet laxatif n'est pas exclu. À partir d'une certaine quantité de sorbitol, l'étiquette doit porter une mise en garde. Sorbitol d'ailleurs, il me semble qu'on voit ça aussi sur des produits élémentaires. Dans l'Union européenne à ce jour, le sorbitol, donc à ce jour c'était en 2013, le sorbitol peut être ajouté à la fabrication de n'importe quel additif alimentaire. C'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, il y a la liste de ces additifs. Moi, j'ai un petit bouquin avec ça. C'est ça que j'ai acheté il y a un moment et je regardais ce petit bouquin. Bon, je le consulte de temps en autre. Il peut être ajouté à la fabrication de n'importe quel additif alimentaire ou arôme ou encore nutriment. Ce sont notamment les règlements qui réagissent et quantifie l'usage du sorbitol et des autres additifs alimentaires. Voilà. Donc le sorbitol est également très utilisé dans les cosmétiques, les dentifrices et de nombreux pharmaceutiques, excipients, laxatifs, gastro-entéraux-hépatologie. On passe à l'ingrédient numéro 14 qui s'appelle allantoin. Allantoïne. Où est-ce qu'il est ici? Allantoin, c'est bien allantoin. Donc l'appellation allantoin. On la trouve aussi sous le nom allantoïne, c'est bien ça, voilà, parce qu'à chaque fois le Word me corrigeait ça. Donc la chimie, l'origine, donc la chimie. L'allantoïne peut être d'origine végétale, animale ou chimique. Elle est un produit de la dégradation de l'acide urique. D'origine végétale, on la trouve dans les graines de céréales, dans la camomille et les racines d'une plante appelée Oredan, grande consoude Simpitum officinale. D'origine animale, on la trouve dans la bave d'escargot, l'urine de veau et le liquide amniotique de vache et chez de nombreux mammifères, mais pas chez l'homme. Mais comment peut-on savoir de quelle origine elle est dans cette crème de douche? Allez savoir. Donc, les utilisations. L'allantoïne a des vertus cicatrisantes. Elle favorise la régénération des cellules en supprimant les cellules mortes. Pas mal.
Elle a des propriétés adoucissantes, apaisantes, hydratantes. Grâce à ces vertus, on peut la trouver dans de nombreux produits cosmétiques. Dentifrice, crème contre l'acné, crème solaire, maquillage donc rouge à lèvres, fond de teint, baume pour les lèvres, lotion, lait de toilette, soin après rasage, gel douche. La lanthonine, je l'appelle lanthonine, mais en fait c'est la lantoine, pardon. La lantoine pourra être utilisée dans les cosmétiques maison. Elle ne doit pas être conservée dans un récipient en métal et peut être réchauffée jusqu'à 50 ou 70 degrés. L'ingrédient numéro 15, ça va être rapide puisque c'est une huile, Ricinus communis seed oil, donc huile de graines de ricin, s'immisce facilement dans les espaces intercellulaires de l'épiderme, protégeant aussi la peau contre la déshydratation. Dans les formules utilisant des pigments de couleur, elle permet aux pigments d'adhérer plus facilement à la peau. L'ingrédient numéro 16, je le vois assez souvent dans mes produits, bon peut-être que vous aussi, ou vous ne faites pas attention forcément à ce qu'il y a comme ingrédient dans vos produits, mais forcément si vous regardez cette vidéo, vous en faites peut-être quand même, vous faites quand même attention je pense. Donc numéro 16, Xanthan Gum. La gomme xanthane, son additif donc, E415 est un produit de fermentation à partir de micro-organismes naturels, Xanthomonas campestris. Après la fermentation, le mélange est pasteurisé, filtré, centrifugé, séché et broyé. La gomme xanthane est utilisée pour épaissir et donner de la texture cosmétique. Permettant de procurer une sensation agréable sur la peau, non irritante, elle fixe l'hydratation dans la peau. Source aussi éco-verte. Parce que j'ai vu cette gomme aussi dans des produits alimentaires. Hein. J'ai un gros doute, mais il me semble que j'en ai vu. Bon, en tout cas, je la vois assez souvent. Dans quel produit je me souviens. Acrylate copolymère. Bon, bah, là, on sent déjà un truc qui est assez synthétique. On va voir ça. Bah, c'est ça. Nature des acrylates et utilisation dans les cosmétiques. Donc, les acrylates sont des substances d'origine synthétique qui, selon leur forme, ont différentes fonctions. Ils sont très utilisés pour leurs propriétés adhésives. À noter, on les trouve dans de nombreux produits de dentisterie, prothèses dentaires et résines, on a déjà vu un produit comme ça, mais également dans certaines colles, peintures ou adhésifs et dans des ongles artificiels. Dans les cosmétiques, les acrylates sont utilisés. C'est exactement ça, on l'a déjà lu celui-ci, parce que vous voyez, on retrouve ce mot acrylate, parce qu'on avait tout à l'heure juste les acrylates et là c'est styrène acrylate copolymère. Donc je pense que je ne vais pas me répéter, c'est tout à fait la même chose de ce qu'on avait déjà au départ. Voilà. Il suffit juste de rembobiner pour revoir les acrylates. Et donc là, c'est un peu complexe parce que en fait, c'est marqué sodium chloride hydroxyde. Et j'en ai pas trouvé des comme ça. J'en ai trouvé à part sodium chloride et sodium hydroxyde. Donc on va voir pour les deux. Donc sodium chloride, ce nom ne fait généralement pas peur pour la santé ou l'environnement, mais on le retrouve parfois épinglé, notamment dans les shampoings, l'accusant de décaper la fibre capillaire en attaquant la kératine. Certains fabricants de lissage à base de kératine déconseillent d'ailleurs d'utiliser des shampoings contenant du sodium chloride ou chlorure de sodium, afin de prolonger la durée de lissage. Voilà, mais est-ce que c'est justifié? On ne sait pas. Donc les fonctions de ce produit. Alors, le sodium chloride, chlorure de sodium ou plus communément le sel de table, utilisé en cosmétique à plusieurs fonctions. On va le retrouver donc dans les produits d'hygiène bucco-dentaire par exemple, c'est un agent assainissant et exhausteur de goût. Dans les produits de gommage, c'est un agent exfoliant utilisé largement dans les produits à revendication marine. Dans les produits de nettoyage oculaire, il permet de rendre le produit compatible avec un usage systémique interne. Et le célèbre sérum physiologique, par exemple, est une solution d'eau pure contenant 0,9% de chlorure de sodium. Cette solution est dite alors isotonique. Il peut donc être utilisé pour nettoyer les yeux, mais peut également être injecté. On le retrouve également dans les produits lavants liquides, shampoing, gel douche. Il est utilisé cette fois uniquement comme régulateur de viscosité, épaississant donc. Le chlorure de sodium a en effet la propriété de faire précipiter les sels des tensioactifs anioniques et donc d'épaissir le produit. Cette propriété explique pourquoi le chlorure de sodium se retrouve presque systématiquement dans les shampoings. Et c'est là qu'il est accusé d'être néfaste pour la kératine des cheveux. Donc encore une fois, il faut distinguer deux cas. Ce produit contient du sel de table comme épaississant. Le dosage usuel est alors de 2
à 4% environ. Cela reste un dosage plus ou moins faible qui peut avoir une action oxydative sur le cheveu, mais qui reste mineure, voire inexistante. Et ce produit contient du sel de table comme agent actif. Donc le sel inclus dans un shampoing permet par exemple d'apporter du volume et de la légèreté à la chevelure. Dans un produit coiffant, il structure le cheveu, le fameux effet surfeur. Il est alors présent à hauteur de 30% environ et parfois jusqu'à 50% ou plus. Donc là, le souci est déjà plus présent car on est sur le dosage plus élevé qui a clairement une action dans le produit. Oh là là! Donc attention notamment à un mauvais rinçage d'un shampoing au sel aux produits en rinçage contenant de hautes doses de sel, surtout quand ils sont suivis d'une exposition des cheveux au soleil. Tout le monde est au courant qu'il vaut mieux se laver les cheveux après un bain de mer pour éliminer le sel qui oxyde la fibre. Comment peut-on dans ces conditions utiliser sciemment un produit sans rinçage contenant du sel? C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre tout ça. Donc l'usage d'un tel produit de façon régulière et prolongée peut en effet résulter en un affaiblissement de la couleur qui dégorgera plus vite et une sensibilisation de la fibre capillaire par oxydation et attaque de la cuticule, en particulier quand le cheveu est exposé au soleil. C'est très complexe ce produit, hein. Et donc le second, qui est sodium hydroxyde, ce nom donc désigne bien sûr la soude caustique, corrosive et fortement irritante à l'état pur. Le sodium hydroxyde est avec les corps gras l'ingrédient de base des savons. En réagissant avec les acides gras, il accomplit la saponification qui donne des pains de savon solide. À la fin de ce processus de saponification, il ne reste plus de sodium hydroxyde libre dans la préparation et le produit peut être utilisé sans danger pour nettoyer la peau. En ce qui concerne les cosmétiques classiques, crèmes, produits nettoyants sans savon, lotions, etc., le sodium hydroxyde a une fonction annexe qui est celle d'ajuster le pH. Donc voilà, hein. Étant basique, il va diminuer l'acidité du produit final en passant par exemple d'un pH acide de 3, qui peut être irritant pour la peau, à un pH physiologique de 5. C'est dans le cadre de cette fonction qu'on retrouve son nom sodium hydroxyde, souvent en fin de liste des ingrédients. Là, on n'est pas totalement en fin, il n'a alors aucun effet quelconque dans le produit, pas plus que la pincée de sel qui sert à lever la pâte à gâteau, ne sale pas le gâteau même. Il est utilisé à hauteur de 0,10% environ. Il n'a absolument aucune action irritante. Vous n'avez donc rien à craindre si vous retrouvez ce nom dans vos produits de soins. C'est simplement un régulateur de pH. Bon, vu comme ça, pourquoi pas. Ça vient du site donc denovobeauté.com. Donc acide critique. Oh là là, les acides, mon Dieu. Donc cette appellation ne se retrouve jamais seule, mais toujours accompagnée du type d'acide concerné. Quand on parle d'acide, au sens vulgaire du terme, on pense tout de suite à l'acide sulfurique, un acide fort qu'on retrouve dans les produits corrosifs ou encore dans les batteries de voitures. Pour ce qui concerne l'utilisation cosmétique, bien sûr, hors de question d'utiliser de l'acide sulfurique, mais on va retrouver d'autres types d'acides qui sont des acides faibles. Donc les acides organiques qui ont un pH bas ont un goût acide, comme les acides de fruits ou de dérivés organiques. Donc acide citrique, acide lactique, acide acétique, AHA. Donc ils ont soit une fonction hydratante astringente, resserre les pores, échiratolytique, élimination des cellules mortes de la peau, et se retrouve donc dans des produits de peeling ou de dermabrasion. Qu'est-ce qu'il fout là? Les produits clarifiants exfoliants. Soit une fonction tout comme le sodium hydroxyde, donc régulateur de pH, en baissant un pH trop élevé pour le ramener à 5. Dans le cas par exemple d'un gel douche ou d'un shampoing, les tensioactifs sont en général basiques. Voilà, ça explique tout. Donc les acides gras, acide stéarique, acide palmitique, acide laurique, etc., qui ressemblent beaucoup et ont la même fonction que les alcools gras. Donc ce sont les constituants majeurs et bénéfiques de beurres végétaux, donc karité, cacao, etc., auxquels ils donnent leur consistance, leur dureté et leurs propriétés, mais aussi des huiles végétales selon le type d'acide qu'ils contiennent, des trésors de bienfaits et à recommander
donc pour le soin de la peau et des cheveux. Bon, je reste un peu perplexe sur ce type de produit quand même. Hexyl Cinnamal, donc c'est également appelé hexyl cinnamique aldéhyde, est un liquide incolore ou jaune pâle. Il s'agit d'un composé organique synthétique qui ressemble à l'aldéhyde cinnamique, plus épicé et naturellement présent dans la nature, mais possède un aspect plus floral et subtil. Donc voilà, je sais pas trop, c'est un truc qui sert absolument à pas grand chose. Donc il a une couleur jaune, il a une couleur proche du jasmin, enfin jaune pâle proche du jasmin. Bah voilà, je sais pas trop quelle est sa position là-dedans. J'ai l'impression des fois qu'il rajoute des trucs pour en rajouter tout simplement, je sais pas. C'est le géraniol, c'est un alcool terpénique insaturé, un monoterpène, et constitue une majeure partie de l'huile de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Donc son odeur de rose est couramment utilisée en parfumerie, notamment pour créer les parfums comme la pêche, la framboise, le pamplemousse, la pomme rouge, la prune, l'orange, le citron, la pastèque, l'ananas et la myrtille. Donc c'est un répulsif, on le retrouve aussi dans les bracelets de protection contre les insectes hématophages, et des essais réalisés par la faculté de médecine du Sénégal ont démontré son efficacité pendant plusieurs semaines. Donc bon, vous allez en apprendre des choses, hein, comme moi. C'est citronellol, c'est un composé organique de formule brute C10H200. Il est obtenu par distillation des essences de géranium et de citronnelle. Il est également présent dans la rose ainsi que dans la noix de muscade. Le citronellol est utilisé dans les parfums et dans les produits anti-insectes. Le citronellol est efficace pour éloigner les moustiques à une courte distance, mais cette protection est moins efficace quand les sujets s'éloignent de la source. Enfin voilà, là c'est plus ou moins naturel. Bien loin, on a bientôt fini, mon Dieu. Benzyl alcool, ça c'est souvent on le voit, hein. Comment le repérer sur les emballages? On le retrouve sous la dénomination suivante, benzyl alcool, donc voilà. Les addicts du DIY en cosmétique bio le connaissent plutôt sous le nom commercial Cosgar, comme Cougar un peu. Donc quand il est mélangé à l'acide déshydroacétique, mon Dieu. Où trouve-t-on du benzyl alcool et à quoi il sert? Donc, l'alcool benzylique peut être d'origine naturelle, végétale. Il est naturellement présent dans plusieurs plantes et donc dans les huiles essentielles. Par exemple, la cannelle, jasmin, ylang-ylang ou synthétique. Vous voyez, moi je pensais benzyl d'alcool, si vous voulez, j'ai toujours la référence au mot russe benzine et j'ai pensé que c'était de l'essence en fait. Mon Dieu. Après, si on parle des huiles essentielles, essence un peu, voilà. Donc c'est un des rares conservateurs d'origine synthétique acceptés par certains cahiers de charges du bio, dont celui de Cosme Bio, Ecocer. Donc pourquoi faut-il l'éviter? Il n'est pas dangereux ni toxique pour la peau, donc on peut ne pas l'éviter. Il fait partie de la liste des 26 allergènes quand même. Il est potentiellement irritant et allergisant. Ah oui, d'accord. Donc il n'est pas dangereux ni toxique, mais là ils se contredisent quand même. Sa présence doit obligatoirement être mentionnée sur la liste INCI de votre produit s'il dépasse un certain seuil. Donc, alcool. Il faut différencier ici deux choses. Les alcools gras, cétyl, stéaryl, bényl, stéaryl, alcool, qui sont des cires grasses, et l'éthanol ou alcool éthylique. En ce qui concerne l'éthanol, donc, son action dépend tout d'abord de sa fonction dans le produit. Donc quand il apparaît dans les 5 premiers ingrédients de la liste, il a alors une vraie fonction dans le produit, où il sert alors de conservateur et donc employé entre 15 et 20% environ. Il peut alors, dans certaines conditions, influencer les propriétés du produit sur la peau ou les cheveux. Pas en cinquième parmi les 5 premiers, donc on peut un petit peu laisser un peu tomber. Donc quand l'alcool se retrouve, par contre, ah oui, ça c'est pour nous. Par contre, quand l'alcool se retrouve vers la fin de la liste, cela indique qu'il n'a pas été introduit lui-même dans la formule, mais qu'il fait partie de l'un des extraits présents, souvent des extraits végétaux dont l'alcool est le solvant. Dans ce cas précis, aucune question à se poser, il est présent en si faible proportion qu'il ne peut avoir aucune incidence lors de l'utilisation du produit pour la peau ou pour les cheveux. Voilà, donc on en revient à la pensée de celle dans la pâte de gâteau. Limonène.
Alors, limonène, c'est un hydrocarbure terpénique présent dans les nombreuses huiles essentielles à partir desquelles il peut être obtenu par distillation. À température ambiante, c'est un liquide incolore à odeur brillante. Odeur brillante, intéressant. Fraîche et propre. À mon avis, ça doit être un liquide incolore et brillant, à odeur fraîche et propre, d'orange. Caractéristiques des agrumes. Le limonène est notamment utilisé en parfumerie. Il a tiré son nom de citron, c'est ce que j'allais vous dire, parce que bon, en russe, citron, ça veut dire limone. Comme les autres agrumes, contient des quantités considérables de ce composé chimique, responsable en grande partie de leur parfum. L'odeur principale qui constitue les agrumes, famille des rutacées, le dilimone est utilisé dans l'industrie agroalimentaire ainsi que dans l'industrie pharmaceutique pour parfumer les médicaments, notamment les alcaloïdes amers. Il est également utilisé dans les produits nettoyants pour son odeur rafraîchissante, orange, citron et son effet dissolvant. Le limonène est également de plus en plus utilisé comme solvant, notamment le dégraissage des machines, puisqu'il est produit depuis une source renouvelable, l'huile de citrus, comme un sous-produit de la fabrication de jus d'orange. Le limonène fonctionne comme un solvant à peinture lorsqu'il est appliqué sur du bois. Donc l'utilisation de limonène est très fréquente dans les produits cosmétiques. Limonène et ses produits d'oxydation à grande concentration sont irritants pour la peau. Super. Le 1,2 dihydroxylimonène, formé par simple oxydation à l'air, est connu comme sensibilisant cutané. La plupart des cas d'irritation ont été signalés chez des personnes exposées à long terme en milieu industriel aux composés purs. Par exemple, lors d'opérations de dégraissage avant mise en peinture. Toutefois, une étude de patients présentant des dermatites a montré que 3% d'entre eux avaient été sensibilisés par du limonène 15. Bien qu'on ait à un moment pensé qu'il pouvait être la cause de cancer du rein chez le rat, le limonène est aujourd'hui connu comme étant un agent anticancéreux avec une valeur potentielle comme outil anticancéreux diététique chez les humains. Il n'a pas été prouvé que ce produit soit cancérigène ou génotoxique pour l'homme. Donc le CIRC a classé le dilimonène au niveau 3, non classable comme cancérigène chez l'homme. Bon, au moins une bonne nouvelle. Bon, il nous en reste plus que 4. J'espère que vous n'êtes pas endormis parce que c'est excellent. Donc benzyle silicate, c'est l'ingrédient 9 et l'ester benzylique de l'acide salicylique. C'est un liquide visqueux quasiment incolore avec une légère odeur décrite comme très faible, doux, floral, légèrement balsamique par ceux qui peuvent le sentir. Mais beaucoup de gens soit ne sentent rien, soit décrivent son odeur comme musquée. Des traces d'impureté peuvent avoir une influence significative sur l'odeur de ce composé. Le salicylate de benzyle est produit naturellement dans une grande variété de plantes, comme Dianthus caryophyllus par exemple. Il est principalement utilisé en cosmétologie comme additif stabilisant pour les parfums et absorbeur de la lumière UV, donc utilisé dans les écrans solaires. Il est aussi largement utilisé dans des mélanges de parfums. Il est utilisé comme solvant pour les muscs cristallins synthétiques et comme fixatif dans les parfums floraux tels que l'œillet, le jasmin, le lilas et la girofle. Donc cependant, il existe des preuves que certaines personnes peuvent devenir allergiques à ce composé. Ainsi, l'International Fragrance Association a émis une norme de restriction pour l'usage de ce composé dans les mélanges de parfums. Alpha-isométhylionone. C'est un ingrédient de parfumerie incolore dont l'odeur poudrée, boisée et florale rappelle celle de la violette ou de l'iris. C'est un composé synthétique utilisé fréquemment en cosmétique pour parfumer les produits en reproduisant le parfum doux et poudré des violettes. Découvert par Tiemann en 1893, les ionones ont changé le visage de la parfumerie, représentant une alternative à des huiles essentielles de fleurs très rares, très coûteuses ou volatiles. Les ionones sont maintenant utilisés sous différentes formes, notamment alpha-isométhylionone, dans presque tous les parfums. L'inalol est un alcool terpénique
Donc il est appelé linalol, comme linalol avec 2 O. C'est aussi 3,7 déméthyle, 1,6 octadien, 3 ol. Donc alcool tertiaire, insaturé, possédant une odeur florale et fraîche. On le retrouve notamment dans une majorité d'huiles essentielles, notamment celle de lavande, de bergamote, de bois de rose, dont il est le composant majeur et de menthe. Ce composé organique est faiblement soluble dans l'eau. Pour l'huile essentielle de lavande, il peut aussi servir à synthétiser l'autre molécule majeure de cette essence, qui est l'acétate de linalyle, par exemple par réaction avec l'anhydride acétique. Sodium benzoate, donc c'est de formule chimique, je ne vais pas vous le dire. Donc le benzoate de sodium est le sel de sodium de l'acide benzoïque, connu sous le nom E211, notre petit livre, comme additif alimentaire, soluble à raison de 640 parts pour 1000 d'eau à 25%, à 25 degrés. Il précipite en présence d'un acide concentré, par exemple l'acide sulfurique concentré, en donnant de l'acide benzoïque très peu soluble dans l'eau, dont on peut analyser plus facilement le point de fusion. Sa dissolution aqueuse engendre une augmentation du pH. Donc, en l'état naturel, l'acide benzoïque présent dans les produits laitiers, par les fermentations de l'acide hippurique, a des concentrations de l'ordre de 16 mg au kilo. Voilà, les usages de ce benzoate, utilisé comme conservateur alimentaire, autorisé sous conditions et référencé en Europe sous le code E211, sa concentration limite d'utilisation varie suivant les aliments, de 150 ppm, donc exprimé en quantité d'acide libre. Dans les boissons aromatisées, à 2000 ppm, 0,2%, dans les betteraves rouges cuites. On peut d'ailleurs regarder le 211, est-ce qu'il est vraiment référencé dangereux ou pas dangereux dans ce petit bouquin. Voilà, il est en orange, donc pas très dangereux, mais à faire attention. Donc après, aux États-Unis, la Food and Drug Administration limite la concentration d'utilisation dans les aliments à 0,1%. Donc à la belle époque, la benzoate de sodium était considérée par les médecins comme un médicament diurétique. Effet sanitaire, cet additif est autorisé, mais il est suspecté, seul ou en association avec des colorants et additifs alimentaires, d'avoir des effets sur la santé des enfants. Donc un peu dangereux quand même. Les colorants s'étaient déjà montrés capables d'exacerber l'hyperactivité, syndrome qui affecte de nombreux enfants aux États-Unis. Mais selon une étude publiée en septembre 2007, le benzoate de sodium pourrait aussi être un facteur d'hyperactivité, cette fois chez les enfants de la population générale, et pas seulement chez des enfants déjà hyperactifs. Les chercheurs doivent encore vérifier s'il s'agit d'une synergie entre les benzoates de sodium et certains colorants, ou si c'est l'effet du seul benzoate de sodium. Donc voilà, rien n'est sûr. Et enfin, le dernier, je vous félicite, vous êtes courageux. Donc sodium salicylate. Le salicylate de sodium est un sel de sodium et de l'acide salicylique de formule brute. Voilà, la formule c'est C7H natrium 0O3. Donc on va dire tout simplement de l'acide salicylique de formule brute. Enfin voilà, il peut être préparé à haute température et sous forte pression avec du phénolate de sodium et du dioxyde de carbone CO2. Historiquement, il a été synthétisé à partir de salicylate de méthyle qui peut être trouvé dans certaines plantes qui restent vertes pendant l'hiver européen ou dans l'écorce d'un bouleau, Betula lenta, et par réaction avec un excès hydroxyde de sodium chauffé à reflux. Donc son utilisation en médecine comme un algestique et un antipyrétique. Il agit aussi comme un anti-inflammatoire non stéroïdien et induit l'apoptose et la nécrose des cellules cancéreuses. Il est étudié pour remplacer l'aspirine chez les personnes qui sont allergiques. Et le salicylate de sodium est utilisé comme le phosphore dans les photomultiplicateurs et pour la détection dans le vide des rayons ultraviolets et d'électrons. On l'a fait, youpi, je pense que ça va être une vidéo la plus longue de ma chaîne, 1 heure
Maintenant, il faut que je la fasse rédiger, enfin que je la monte. Ça va pas être une chose facile. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention. Désolée pour quelques fautes et pour mon petit accent. C'est pas évident non plus. Et puis bon, j'ai envie de vous dire, le vocabulaire, hein, mon Dieu, j'avais pas envie de le connaître. Mais bon, c'est déjà fait. Et je pense que ça va être l'une des plus longues vidéos. Il y en aura, j'espère, pas d'autres aussi longues. Je vais vraiment essayer de mieux synthétiser et être un peu plus explicite que ça pour d'autres produits. Parce que maintenant, ce qui nous attend, ça va être ça. Ensuite, ça va être ça. Et puis, on va parler de ça. Donc, en fait, j'ai conservé tous ces pots. Pour le moment, je garde et puis je regarde ce qu'il y a et puis je vous présente. Voilà. Sur ce, merci de votre temps que vous avez accordé à cette vidéo. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.